Bonjour à tous, je ne sais pas si on m'entend bien. Donc, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérôme Cotenceau, ou LJJ sur Internet. Je parle de maths sur Internet. On m'a invité au REC, on m'a un petit peu laissé le choix du sujet. Et du coup, quand on parle esprit critique, mathématiques, il y a un sujet qui revient pas mal, c'est le sujet du nombre d'or. Donc du coup, on va essayer de voir ensemble, en fait, plus que faire une critique du nombre d'or ou des choses comme ça, je vais plutôt essayer de comprendre d'où vient le nombre d'or, pourquoi est-ce que c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, et qu'est-ce qui a fait dans l'histoire pour qu'on arrive aujourd'hui à cette notion mathématique un petit peu bizarre. Alors, donc quand on parle du nombre d'or, alors déjà, le nombre d'or, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais parler de nombre d'or, mais en fait, la notion de nombre d'or, on va la retrouver sous plein de noms différents. On peut parler de proportion divine, on va parler de phi, on va parler de partage en moyenne, extrême raison. Enfin, il y a plein de noms différents, on va voir ça au fur et à mesure. Donc on va déjà commencer par le nombre d'or. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour comprendre, l'exemple le plus simple, c'est de partir de cet exemple du Parthénon. Donc le Parthénon, on est sur un splendide temple grec. Il date de quand celui-là ? Du 5e siècle avant Jésus-Christ, un trône sur l'acropole. Et ce temple est vraiment splendide. Pourquoi est-ce qu'il est splendide ? Parce que il est inscrit dans un rectangle, et c'est pas n'importe quel rectangle, c'est un rectangle qui est 1,618 fois plus long que large, et 1,618, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Donc le nombre d'or, 1,618, on va le noter avec la lettre grecque phi, phi comme Phidias. Qui est Phidias ? Phidias, c'est le sculpteur du Parthénon qu'on a vu juste avant. Donc le nom du nombre d'or, enfin la lettre utilisée, c'est vraiment quelque chose qui nous vient du Parthénon. Et le nombre d'or, ça va être quelque chose qui va apparaître dans de nombreuses œuvres d'art. Donc voilà, on prend par exemple à gauche la Joconde. Le visage de la Joconde s'inscrit dans un rectangle d'or 1,618 fois plus haut que long. On peut voir en haut à droite la grande vague j'ai oublié le nom, de Kanagawa, Hokusai, merci, enfin la grande vague de Kanagawa, c'est le nom que je cherchais. Pareil, donc qui va s'inscrire sous la forme d'une spirale, donc ce qu'on appelle une spirale d'or, je vais expliquer après ce que c'est, mais qui s'inscrit dans un rectangle d'or, ou en dessous, peut-être un petit peu moins connu, on a une peinture de Georges Seurat, une baignade à Asnières, où là, pareil, on a aussi des personnages qui s'inscrivent dans des rectangles d'or. Et on a un exemple qui va revenir très très souvent dès qu'on parle du nombre d'or, c'est celui-ci. Donc voilà, l'homme de Vitruve, donc un dessin de Léonard de Vinci qui représente les proportions idéales du corps humain. Et on peut voir aussi que ça s'inscrit parfaitement dans un rectangle d'or. Si on prend des exemples un petit peu plus récents, par exemple, on a le logo d'Apple qui s'inscrit, dans lequel on a des dimensions qui vont faire appel au rectangle d'or, ou le logo de National Geographic Channel. Le rectangle que vous avez sous les yeux, c'est un rectangle d'or parfait. Voilà, d'autres exemples plus récents en architecture, on a par exemple ici la Cité radieuse à Marseille du Corbusier. Et sous une autre forme, le nombre d'or, ça va être assez lié à des notions d'esthétique. Donc là, on a par exemple cette publicité dans laquelle on a la mathématicienne australienne Lily Serna, qui est la présentatrice de Déchiffrer des lettres en Australie, pour situer. Qui présente la taille parfaite pour une jupe. On prend sa taille, on divise par le nombre d'or 1,618 et ça nous donne la taille parfaite pour une jupe. Ou un autre exemple avec donc un masque construit à partir du nombre d'or qui permet de mesurer le degré de perfection d'un visage humain, qui permet de montrer que les top modèles sont évidemment plus belles que les autres femmes. C'est les mathématiques qui le disent. D'autres petits exemples, avec un chat qui s'inscrit parfaitement dans une spirale d'or, ou ok. Donc tout ça, c'est un peu n'importe quoi. Effectivement, tout ce que je raconte depuis le début,
c'est n'importe quoi, mais en fait, dans ce que j'ai dit, il y a du vrai, il y a du faux. Et en fait, tout ce que je vous ai raconté ici, ça va être le discours qu'on va rencontrer le plus souvent dès qu'on entend parler du nombre d'or. C'est ce qu'on va retrouver dans les discours de beaucoup de gens qui s'intéressent un petit peu à l'ésotérisme autour des nombres, des choses comme ça. C'est un discours qu'on peut retrouver par exemple chez Jacques Grimaud ou des choses comme ça. Voilà, c'est le discours sur le nombre d'or. Je ne parle pas du tout du nombre d'or dans la nature, qui est un autre sujet. On va plutôt s'intéresser au nombre d'or au niveau de l'esthétique. Alors, on peut se demander d'où ça vient, ce truc. Alors, la notion de nombre d'or, c'est une notion qui a été introduite pour la première fois par Mattila Gica. Enfin, je ne sais pas comment ça se prononce, j'ai toujours prononcé Gica. Alors, donc c'est un diplomate roumain, mais qui a fait beaucoup de choses en Europe. Et du coup, on est au niveau de l'entre-deux-guerres, j'ai plus la date exacte, c'est 1927. Donc, il sort un livre qui s'appelle Esthétique des proportions dans la nature et dans les arts, et dans lequel il va appeler nombre d'or une certaine quantité que je vais expliquer juste après. Et c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, déjà ne serait-ce qu'il a été préfacé par Paul Valéry, académicien de l'Académie française. Et quand il parle du nombre d'or, il part pas de nulle part. Hein. C'est pas quelque chose qu'il invente et qui sort de nulle part. Il s'appuie en fait sur énormément de travaux de savants avant lui. Il va s'appuyer sur les travaux des savants de la Renaissance, Léonard de Vinci, etc. Il va s'appuyer sur des travaux de philosophes allemands du 19e siècle. Il va s'appuyer sur les travaux des mathématiciens de l'Antiquité. Bon. Il sort pas ça de nulle part, mais c'est vraiment lui qui a donné le nom de nombre d'or. Alors le nombre d'or, qu'est-ce que c'est mathématiquement? Parce que la définition que je vous ai donnée tout à l'heure n'était pas très très fiable. Le nombre d'or, c'est un nombre. C'est le nombre racine carrée de 5 plus 1 sur 2, qui vaut à peu près 1,61, 80, 33, 98, etc., etc. On a une infinité de chiffres après la virgule. Et d'ailleurs, ce qui peut être aussi intéressant, c'est que on pense que c'est un nombre univers, c'est-à-dire que n'importe quelle suite de chiffres a priori est dans les décimales de pi. Alors ça, du nombre d'or, c'est aussi vrai pour pi. Bon, c'est pas quelque chose qui est démontré aujourd'hui, mais les mathématiciens pensent quand même que c'est le cas. Et on peut se demander, mais d'où il sort? Pourquoi ce nombre? À quoi sert ce nombre? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, un mathématicien s'est dit, je vais donner un nom à cette quantité-là? Ça peut être quelque chose qui sort un petit peu de nulle part. Pour comprendre ça, on va remonter dans l'Antiquité grecque. On va remonter jusqu'à Euclide. Donc Euclide, on est en moins 300 avant Jésus-Christ. Pour situer, on est à peu près 200 ans après Pythagore. Et Euclide va écrire un livre qui va devenir un énorme best-seller, qui en fait va être le livre qui va avoir le plus d'éditions juste après la Bible, pour situer quand même ce que c'est. Il va écrire ce qu'on appelle les éléments. Donc les éléments d'Euclide, c'est un manuel de mathématiques dans lequel il va présenter tous les résultats mathématiques connus à l'époque. Et la particularité, c'est que non seulement il va présenter les résultats, mais surtout il va les démontrer rigoureusement à chaque fois. Alors, quand je dis rigoureusement, c'est avec la rigueur de l'Antiquité grecque, mais chaque résultat est démontré. Et ça, c'est une tradition grecque qui date d'à peu près Pythagore et un siècle plus tard, Platon. Cette tradition chez les Grecs, c'est qu'un résultat mathématique, pour qu'on puisse vraiment l'accepter, il nous faut une démonstration. Et donc, Euclide, quand il écrit les éléments, c'est le plus ancien texte qu'on a aujourd'hui où on a cette tradition grecque de la démonstration. Et c'est un texte surtout qui va traverser les siècles. Et donc, les éléments d'Euclide, ça consiste en 13 livres, et chaque livre correspond à un sujet particulier. Par exemple, le premier livre, il a posé les bases de la géométrie. Qu'est-ce que c'est qu'un cercle, qu'est-ce que c'est qu'un carré, qu'est-ce que c'est qu'un point, qu'est-ce que c'est qu'un segment, donner des résultats de base, comme la somme des trois angles d'un triangle fait 180 degrés. Bon, on ne dit pas 180 degrés, la notion de degré n'existe pas encore à l'époque. À chaque fois, quand j'explique ce que va faire Euclide, je m'en mets avec du vocabulaire d'aujourd'hui pour qu'on puisse un peu mieux comprendre quand même. Et surtout, dès le livre 2, il va introduire une notion qui peut sembler un petit peu bizarre, qui est la notion de droite coupée en moyenne et extrême raison.
Alors, si je veux être précis, c'est pas dans le livre 2 qu'il introduit la notion, il introduit il n'introduit pas le nom tout de suite, il introduit le nom un peu plus tard, mais bref, on va simplifier. Alors, comment est-ce qu'il introduit la notion de droite coupée en moyenne raison? Je vais vous lire Euclide dans le texte, on traduit en français. Une droite est dite coupée en extrême et moyenne raison lorsque la droite entière est au plus grand segment, comme le plus grand segment est au plus petit. J'ai pas bien compris non plus, il m'a fallu lire plusieurs fois. En gros, c'est une égalité de rapport. Mais bon, les égalités de rapport, c'est pas quelque chose de très simple à comprendre. Du coup, je vais vous présenter une autre façon de voir les choses qui est équivalente, qui est la notion de rectangle d'or. Donc, un rectangle d'or, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un rectangle dont la longueur est le nombre d'or fois plus long que la hauteur. Donc, c'est un rectangle qui va être 1,618 fois plus long que haut. Alors, pourquoi ce nombre? Qu'est-ce qui est intéressant dans un rectangle d'or? Un rectangle d'or, ça va être un rectangle dont les proportions vont rester les mêmes quand on lui retire un carré. Donc là, le grand rectangle que j'ai a les mêmes proportions que le plus petit rectangle sur le côté. Donc c'est ça qu'on appelle un rectangle d'or. Donc on est vraiment sur un problème géométrique. A priori, on ne sait pas à quoi ça peut servir, mais on peut se dire quand même que bon, c'est une question géométrique qui peut se poser. Ça peut être quelque chose qui pourrait être intéressant. Alors, une petite chose qui est intéressante avec ça, c'est que comme le rectangle qui nous reste est un rectangle d'or, on peut aussi lui retirer un carré. Si je retire un carré, il me reste un rectangle qui est encore un rectangle d'or. Je peux donc encore retirer un carré, etc., etc. Je peux faire ça une infinité de fois. Et quand je fais ça, et si je trace un quart de cercle dans chaque carré, je vais obtenir une spirale. Voilà, c'est la spirale d'or qu'on a vue tout à l'heure. C'est comme ça qu'elle se construit. Alors, on peut se demander pourquoi. Quel est l'intérêt du partage en moyenne et extrême raison? Quel est l'intérêt de cette notion de rectangle d'or? En fait, l'intérêt, c'est que c'est quelque chose qui va apparaître en fait, dans d'autres figures géométriques. En particulier, ça apparaît dans les pentagones réguliers. Donc, pentagone régulier, c'est le polygone régulier à 5 côtés égaux, 5 angles égaux. Et dans un pentagone régulier, quand on prend les diagonales vont se couper en moyenne et extrême raison. Elles vont se couper en suivant le nombre d'or. Donc ça, déjà, rien que pour ça, c'est quelque chose d'intéressant, puisque chez les mathématiciens grecs, ils s'intéressaient énormément aux polygones réguliers, et voir qu'on a cette notion-là qui apparaît dans les pentagones, c'est quelque chose de très important. Mais ce n'est pas la seule raison. L'autre raison nous vient de Platon. Donc Platon, on est un siècle avant Euclide. Platon, il a une passion, entre autres, qui sont les solides réguliers. Donc qu'est-ce que c'est qu'un solide régulier, ou un solide de Platon? Ça va être un solide dont toutes les faces sont les mêmes, et en chaque sommet, on a le même nombre de faces. Et toutes les faces sont des polygones réguliers. Donc là, vous avez sous les yeux les 5 solides de Platon. Il n'y en a pas d'autres. C'est quelque chose qui a été démontré par les Grecs. Et pour Platon, il associait chacun de ces solides à un élément. Ce qui fait que le cube, voilà, que vous avez en bas, va être associé à la terre. Le tétraèdre en haut à droite va être associé au feu. L'icosaèdre va être, en bas à droite, va être associé à l'air. L'octaèdre en haut au milieu va être associé à l'eau. Et le dernier, le dodécaèdre, lui, va être associé à l'univers. Et quand on regarde, en fait, pardon, j'ai inversé l'icosaèdre et le dodécaèdre, pardonnez-moi. Donc le dodécaèdre, en bas, lui, va être associé à l'univers. Et donc forcément, c'est une figure géométrique, un solide qui a une importance assez importante. Et surtout, c'est un solide qui est composé de pentagones réguliers. Donc en fait, le nombre d'or se retrouve dans le pentagone, qui se retrouve dans le dodécaèdre, qui symbolise chez Platon l'univers. On a quand même quelque chose, on a quand même une notion géométrique de base en fait, qui va être assez importante chez les Grecs. Donc ça, c'est la première raison qui donne son importance à cette notion-là, et c'est aussi pour ça que Euclide introduit cette notion, c'est qu'on en a derrière besoin pour décrire les figures géométriques les plus importantes. Quelque chose d'autre d'intéressant sur le nombre d'or, c'est que si on met les choses en équation, je vais être sympa, je ne vais pas vous détailler les équations, on aboutit, quand on met le problème en équation, on aboutit au fait que la solution du problème, c'est 1 plus ou moins racine carrée de 5 sur 2. Donc plus ou moins, on retire le négatif parce que les nombres négatifs n'existent pas avant le XVIIe siècle, globalement.
Donc on a ce nombre-là, 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Et ce nombre-là, c'est un nombre qui est assez intéressant au niveau de ses propriétés algébriques, ses propriétés mathématiques. C'est ce qu'on appelle un nombre irrationnel. Alors, quand on parle de nombre irrationnel, ça n'a rien à voir avec l'esprit critique ou je ne sais pas. En fait, un nombre rationnel, c'est un nombre qui ne peut pas être exprimé sous la forme d'une fraction de deux nombres entiers. Et ça encore, chez les Grecs, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pour comprendre ça, on va revenir encore chez les Grecs et on va parler de Pythagore. Alors, Pythagore, vous le connaissez très probablement pour son théorème qui permet de savoir si Paul Pogba fait un DAB parfait, mais ce n'est pas le seul intérêt de Pythagore. En fait, Pythagore, on connaît très peu son histoire puisque Pythagore a laissé aucun écrit. On a plus des témoignages de Pythagore, d'ailleurs on n'est même pas sûr à 100% que Pythagore ait vraiment existé. Mais par contre, ce qu'on est sûr, c'est que Pythagore a une école, l'école pythagoricienne, donc il y a des disciples qui doivent suivre tout un tas de règles, des règles d'ailleurs qui sont assez New Age, d'ailleurs si on regarde un peu ce que c'est. Genre il faut être végétarien, il faut vouer un culte, enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais il y a quelque chose de très important chez les pythagoriciens, c'est que pour eux, le monde est fait de nombres. Tout est nombre chez les pythagoriciens. Alors quand on parle de nombres chez les pythagoriciens, en fait, on parle des nombres entiers. Donc c'est-à-dire que les nombres négatifs, ça n'existe pas. C'est vraiment quelque chose qui va être considéré comme nombre que bien plus tard dans l'histoire des mathématiques. Un nombre, ça peut pas être un nombre à virgule. Les nombres à virgule n'existent pas encore. Un nombre, ça peut pas être 0. 0 n'a pas encore été inventé à ce moment-là. Un nombre, ça peut pas être 1. 1, c'est pas un nombre. 1, c'est l'unité. C'est pas un nombre. C'est un nombre en puissance, mais c'est pas un nombre. Donc en fait, les seuls nombres qui sont vraiment dignes d'être des nombres et dignes de pouvoir représenter la réalité, ce sont les nombres entiers. Et du coup, les nombres entiers, les pythagoriciens leur prêtent des propriétés un petit peu ésotériques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais surtout, avec des nombres entiers, on peut quand même concevoir pas mal de choses. Donc c'est pour ça que chez les pythagoriciens, on a par exemple là ici 1, 3, 6, 10, 15. C'est ce qu'on va appeler des nombres triangulaires, puisqu'on peut les représenter sous la forme de triangle. Les nombres comme 1, 4, 9, 16, on va appeler ça des nombres carrés, parce qu'on peut les représenter sous la forme de carrés. Et donc, puisque chez les pythagoriciens, tout est nombre, pour exprimer des rapports entre des choses, il faut que ça soit des rapports entre des nombres entiers. Et ils se sont très vite heurtés à un problème qui est le problème de la diagonale du carré. Donc, si on applique le théorème de Pythagore sur un carré de côté 1, sa diagonale, quelle est sa longueur? Ça va être racine carrée de 2. Et le problème de racine carrée de 2, je ne vais pas faire la démonstration parce que clairement, je n'ai pas le temps. Le problème de racine carrée de 2, c'est que c'est un nombre qui est irrationnel, c'est un nombre qui ne peut pas être exprimé sous la forme d'une fraction de deux nombres entiers. Donc là, on est face à un très gros problème pour les pythagoriciens, c'est que le monde est fait de nombres entiers, et l'une des figures géométriques les plus simples, à l'intérieur, on a quelque chose qui ne peut pas être écrit sous la forme d'une fraction de deux nombres entiers. Et ça, c'est quelque chose d'horrible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire irrationnel. Chez les Grecs, on parlait de alogos, qui ne peut pas être dit, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir à ce moment-là. Donc, racine carrée de 2, la diagonale du carré, ils vont quand même la considérer, ils vont quand même dire, ce truc-là, ça existe, quoi qu'il arrive, mais ça ne sera pas un nombre. C'est vraiment juste une notion géométrique, c'est pas un nombre. Et surtout, c'est un nombre irrationnel. Et alors, pour la petite anecdote, on raconte que le premier mathématicien qui a découvert que racine carrée de 2 était un nombre irrationnel, ce mathématicien aurait été jeté à l'eau par ses condisciples, jeté à la mer, parce que quelque chose comme ça doit demeurer caché. Alors, cette histoire, c'est quelque chose qui a été raconté 10 siècles après Pythagore, donc il faut plus voir ça comme une métaphore. On n'est pas sur quelque chose d'historiquement exact. Et du coup, cette notion de nombre rationnel va se retrouver en fait partout dans l'art grec. Du coup, si je reprends mon homme de Vitruve de tout à l'heure, là, dessiné par Léonard de Vinci, en fait, qu'est-ce que c'est l'homme de Vitruve? L'homme de Vitruve, ça va représenter les proportions idéales du corps humain au sens, comme son nom l'indique, de Vitruve. Donc Vitruve, c'est un sculpteur grec, de l'Antiquité grecque. Et alors Vitruve, c'est aussi celui qui a
il a laissé un traité d'architecture. C'est un très grand architecte et sculpteur. Et son traité d'architecture est resté très longtemps le traité principal. Et dans son traité d'architecture, il parle des dimensions du corps humain et de ce que doivent être les dimensions d'un corps humain. Donc un corps humain, quand on est debout, bras tendus, on doit être dans un carré. Quand on est jambes écartées, bras écartés, on doit être dans un cercle et le centre du cercle doit tomber sur le nombril. Donc ça, on a vraiment des notions géométriques derrière tout ça. Et surtout, chez l'homme de Vitruve, les proportions, elles, doivent être des rationnelles, soit des proportions de nombres entiers. Donc par exemple, dans les canons esthétiques de Vitruve, la tête va représenter 1/8 de la hauteur du corps. Donc on est sur quelque chose de purement rationnel. Donc en fait, dire qu'on va trouver le nombre d'or là-dedans, c'est juste en fait faire un contresens total des mathématiques grecques. En fait, chez les mathématiciens grecs, il n'y a pas de nombre irrationnel. Ça n'existe pas. C'est quelque chose de géométrique, c'est pas un nombre. Et donc, dans les canons esthétiques grecs et de l'architecture grecque, on ne va pas retrouver de nombres irrationnels, on n'a que des nombres entiers. Donc, tout ce qui vient en fait de l'Antiquité grecque, historiquement, on ne va pas pouvoir retrouver de nombre d'or à l'intérieur. Alors, pourquoi est-ce que Léonard de Vinci est malgré tout associé au nombre d'or? En fait, c'est à cause de lui, Luca Pacioli, qui a écrit à la Renaissance un livre très important, De Divina Proportione, qui fait une éloge du partage en moyenne raison d'Euclide. Et ce partage en moyenne raison, il trouve ça tellement incroyable qu'il va appeler ça, tout simplement, c'est la proportion divine. Alors, quand il parle de proportion divine, bon, déjà, il est moine, forcément, il aime bien voir Dieu partout où on peut voir Dieu, mais surtout, en fait, avec cette notion de proportion divine, il essaye simplement d'expliquer que les mathématiques, c'est quelque chose de tellement parfait que ça peut être que quelque chose qui nous vient de Dieu. Donc, quand Pacioli parle de proportion divine, il n'est pas du tout question de notions esthétiques, on est vraiment sur des notions mathématiques qui sont parfaites à son sens. Et Luca Pacioli a demandé pour les dessins de son ouvrage à Léonard de Vinci de faire les dessins. Et c'est pour ça qu'il va avoir un énorme succès. Forcément, quand on écrit un livre et que ces dessins sont faits par Léonard de Vinci, on a tout de suite une certaine crédibilité. Et en fait, c'est la seule chose que Léonard de Vinci a fait en lien avec le nombre d'or. Quand on regarde les écrits et ce qu'il a écrit notamment dans son traité sur la peinture, à aucun moment il est question de nombre d'or ou de lien avec l'esthétique. Donc du coup, avec Pacioli, on est à la Renaissance, il n'est pas du tout question de lien entre nombre d'or et esthétique. En fait, ce lien-là va nous venir de Adolf Zeising. Donc on est, alors si je ne me trompe pas, il faut que je retrouve la date, on est dans les années 1850. Lui, ça va être donc Adolf Zeising. On est sur un psychologue allemand qui essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que le beau, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de beau, et va essayer de répondre à ça de manière mathématique, de manière scientifique. Et il retrouve les travaux de Pacioli, il pense que ça vient de Léonard de Vinci, donc forcément c'est quelque chose de parfait, puisque Léonard de Vinci est un génie. Et du coup, il va appliquer ça à la notion d'esthétique et dire que ce qui est beau, si c'est beau, c'est parce que ça vient du nombre d'or. Donc à ce moment-là, il n'appelle pas ça le nombre d'or. Là, on est plus à la notion de rectangle d'or à ce moment-là. Et c'est des choses qui vont rester. Et derrière, ça va arriver jusqu'à Attila Gica, qui lui a vraiment posé toutes les bases modernes du nombre d'or. Bref, si on résume, le nombre d'or, est-ce qu'on peut le trouver dans les arts grecs? A priori, non, c'est faire un contresens historique. Le nombre d'or, est-ce que ça apparaît dans l'art? Là, c'est un peu plus compliqué, parce qu'à partir du moment où Zeising a fait des théories esthétiques sur l'art, certains artistes se sont emparés du nombre d'or pour essayer de le placer dans des œuvres d'art. Mais si je prends la Joconde ici, bon, le rectangle que j'ai dessiné autour du visage de Mona Lisa, bon, il n'est pas parfait, hein, on voit que ça dépasse un petit peu. Et en fait, j'aurais pu dessiner n'importe quel rectangle, si on fait ça vite, ça passe. Donc là, à droite, c'est pas du tout un rectangle d'or que j'ai dessiné, c'est un rectangle de format A4. Mais ça marche aussi. Par contre, on a des œuvres d'art dans lesquelles le nombre d'or apparaît vraiment. Donc là, par exemple, on a deux natures mortes, une de Aux enfants et une de Le Corbusier.
Et ces peintres se sont vraiment appliqués à utiliser le nombre d'or de manière parfaite dans leurs œuvres pour que ça soit l'œuvre la plus parfaite possible. Et pour terminer sur ce truc-là, en fait, le nombre d'or va être aujourd'hui utilisé comme un canon esthétique. Ça sert surtout à essayer de faire rentrer dans des canons esthétiques des corps féminins, parce que forcément, c'est mieux si les corps féminins sont parfaits, selon les gens qui veulent nous faire utiliser ces notions-là. Voilà, j'ai terminé rapidement. Merci de votre écoute. Si vous voulez en discuter, on se retrouve à côté.